L'ancien garde des Sceaux, accusé d'avoir violé le secret judiciaire, c'est le Canard enchaîné qui l'affirme. Il met en cause Jean-Jacques Urvoas et Thierry Solère. Les détails dans un instant. Les autres titres. Cette dernière minute, le vainqueur du Tour de France, Chris Froome, contrôlé positif sur la Vuelta, le Tour d'Espagne. Notre-Dame-des-Landes, dossier explosif et rapport très attendu aujourd'hui, celui des médiateurs. Vous entendrez les zadistes, ils n'ont pas l'intention de partir, ça s'annonce compliqué et ce sera l'enquête du 8h. Aux États-Unis, une claque cette nuit pour Donald Trump. Le candidat qu'il soutenait a perdu en Alabama. Et puis le retour de Star Wars, que la force et les produits dérivés soient avec vous. Zéro pauvreté, zéro chômage, zéro émission carbone, c'est le défi de Mohamed Younous, l'économiste, prix Nobel de la paix 2006. Il sera l'invité d'Europe Matin dans un quart d'heure. S'agit-il d'un nouveau scandale politique? En tout cas, un ancien garde des Sceaux est accusé d'avoir violé le secret judiciaire. Avec nous en studio, Alain Acco, le chef du service police-justice d'Europe 1. Alain, c'est le Canard enchaîné qui l'affirme. Jean-Jacques Urvoas, ministre sous François Hollande, aurait transmis à l'époque une note confidentielle au député Thierry Solère sur une enquête le visant pour fraude fiscale. Ah oui, cette note, les policiers l'ont trouvée le 26 juin dernier lors d'une perquisition au domicile de Thierry Solère. C'est une note de la direction criminelle et des grâces du ministère de la Justice qui fait le point sur l'enquête préliminaire qui vise l'ancien porte-parole de François Fillon, soupçonné depuis septembre dernier de ne pas avoir payé une partie de ses impôts entre 2010 et 2013. La note lui a été transmise via l'application cryptée Telegram par le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, transmise entre les deux tours de la présidentielle à un moment où Thierry Solère imaginait ou espérait être nommé ministre de l'Intérieur. Sauf que depuis le mois de février, grâce au Canard enchaîné, il savait que la justice avait ouvert une enquête préliminaire contre lui pour fraude fiscale, blanchiment et trafic d'influence. C'est pour cela qu'il a sollicité Jean-Jacques Urvoas pour savoir si les investigations étaient de nature à empêcher sa nomination. Et donc il est avéré que Jean-Jacques Urvoas a fait remonter les informations nécessaires. Et Alain, est-ce qu'il y a des réactions ce matin de la part de Jean-Jacques Urvoas ou de Thierry Solère? Alors, aucune réaction de la part de Jean-Jacques Urvoas, aujourd'hui député en Bretagne. Pardon, même pas député puisqu'il ne s'est pas représenté. Du côté de Thierry Solère, eh bien, l'avocat que nous avons joint nous assure que les informations transmises ne faisaient que confirmer celles qui avaient déjà été publiées par le Canard enchaîné. Elles n'allaient pas plus loin et donc pour lui, ce n'était pas un secret, ce n'était plus un secret. En revanche, pour les magistrats, évidemment, il y a matière à engager des poursuites. Le sort de Jean-Jacques Urvoas dépend désormais du procureur général près de la Cour de cassation, Jean-Claude Marin, qui peut décider, s'il le souhaite, s'il l'estime nécessaire, d'engager une procédure et de saisir la Cour de justice de la République. Les explications d'Alain Acco. Dans l'actualité également ce matin, Notre-Dame-des-Landes et un rapport très attendu. Celui des médiateurs chargés de donner des éléments de réponse au gouvernement pour trancher enfin. Faut-il un nouvel aéroport en Loire-Atlantique? Argument pour, beaucoup moins de nuisances sonores, moins 40% dit le rapport. Argument contre, une rénovation de l'actuel aéroport coûterait presque 2 fois moins cher. La décision définitive, elle sera prise au plus tard en janvier, c'est ce que dit Emmanuel Macron à nos confrères du Monde. Et les zadistes, dans tout ça, ceux qui sont installés, ceux qui vivent désormais sur le site, quasiment en autarcie, eh bien, ils n'ont pas l'intention de partir, quoi qu'il arrive. Écoutez l'un d'eux, il s'appelle Lucas. Cela fait 6 ans maintenant qu'il vit sur la ZAD. Il ne bougera pas. Mais nous, on est déjà là, en fait. On s'est battu pour défendre cette terre. Et aujourd'hui, je verrais mal qu'on nous dise partez parce que quoi, en fait? La terre, on l'a arrachée. On a réussi à la préserver. Grâce à nous, il n'y a pas d'aéroport. Il y a une possibilité d'un avenir paysan, mais pas que. Aussi, un avenir d'entraide, d'expérience de vie et des choses comme ça. On habite ici. Je suis en train de couler une dalle béton. J'en ai pour quelques milliers d'euros. Mon bâtiment, il est en train d'être construit. Nous, on est chez nous. Il n'y a aucun souci là-dessus, quoi. Propos recueillis par Pierre-Baptiste Vanzini. On l'a compris, donc, cette évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est un sujet très sensible pour le gouvernement et c'est l'enquête du 8h. Bonjour Pierre de Cossette. Bonjour Jean-Philippe. Ils sont quelques centaines à vivre aujourd'hui dans la ZAD, comme Lucas. Alors, il y aura bien évacuation et les gendarmes ont d'ores et déjà prévenu. Il risque d'y avoir des victimes. Oui, et des morts, et des deux côtés, forces de l'ordre comme opposants. Avertissement formulé l'an dernier par le grand patron de la gendarmerie en haut lieu, à Matignon, dans le bureau de Manuel Valls. Les gendarmes ont la conviction que certains militants sont prêts à tuer et qu'ils s'en donnent les moyens. Des armes à feu circuleraient à Notre-Dame-des-Landes, des stocks de mortier, de l'acide, des bidons enfouis dans des tranchées, mais aussi des techniques presque moyenâgeuses, des trébuchets, des catapultes et un terrain piégé, des herses, des troncs d'arbres bardés de tessons de bouteilles et des trous dans le sol recouverts de branchages avec des pics
en métal. Un terrain particulièrement hostile donc. Cette ZAD, Pierre de Cossette, elle ressemble à quoi aujourd'hui ? Eh bien, des prairies, des champs et des sous-bois avec un peu partout des habitations. Il y en a 90, de la simple cabane au petit corps de ferme, tout ça sur 1600 hectares, environ 2 km sur 10. Symbole de la résistance, une portion de route désaffectée, surnommée par les gendarmes la route Mad Max, parsemée de chicanes, épaves de voitures, cabanes de tôle et tas de pneus qui n'attendent que de flamber. On imagine que les gendarmes ne vont pas arriver en mode rouleau compresseur ? À cause du terrain, mais à cause des adversaires aussi. Aujourd'hui, 300 personnes vivent dans la ZAD. Place Beauvau, on estime qu'en moins de 24 heures, il pourrait être 1500, avec des profils très variés. Des habitants de la ZAD écolo-alternatifs, très résistance passive, comme celui qu'on vient d'entendre, aux plus violents, renforcés par l'étranger, les fameux Black Blocs. Les gendarmes savent aussi qu'ils trouveront des agriculteurs locaux avec leurs tracteurs, des sympathisants lambda, pourquoi pas des vieilles dames, des clowns activistes, ces militants qui approchent au plus près les forces de l'ordre pour les tourner en dérision, et qui sait, des zadistes avec leurs bébés. Une quinzaine d'enfants seraient d'ailleurs nés sur place. Cette multitude d'opposants, elle déstabilise évidemment des gendarmes attendus au tournant au moindre écart. Ils savent qu'ils seront filmés. On a bien compris, Pierre, situation hors norme et donc dispositif hors norme. Potentiellement 2500 gendarmes mobiles. Et qui sait, l'armée face à des militants très organisés autour du grand pylône qui peut faire office de tour de guet. Des zadistes qui se servent très peu de téléphones portables, qui possèdent une batterie de talkie-walkie, qui ont leur propre radio klaxon, station pirate qui émet sur la fréquence, je vous le donne en mille, de Vinci Autoroute. Vinci retenu pour construire l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et les autorités savent que la contestation ne se cantonnera pas à Notre-Dame-des-Landes, mais risque de s'exprimer dans tout le département de la Loire-Atlantique, voire partout en France. L'enquête du 8h signée ce matin, Pierre de Cossette. Europe 1, il est 8h06. L'actualité à l'étranger, c'est d'abord cette défaite cinglante pour Donald Trump cette nuit en Alabama. Élection du sénateur dans un bastion historique des Républicains, et pourtant, c'est un démocrate qui a gagné d'une courte tête. Il s'appelle Doug Jones, 63 ans. Il a battu le candidat soutenu par Donald Trump, Roy Moore, un ultra-conservateur, accusé d'attouchement sur 2 mineurs à la fin des années 70. L'affaire avait éclaté pendant la campagne. Un scrutin local donc, mais un enjeu national. On écoute le discours du vainqueur il y a quelques heures en Alabama. J'ai attendu ce moment toute ma vie. Durant toute cette élection, il a été question de dignité et de respect et de s'assurer que tout le monde dans cet État, peu importe où il habite, serait sur un pied d'égalité. Le nouveau sénateur de l'Alabama, Doug Jones, qui a donc battu cette nuit le candidat soutenu par Donald Trump. On passe à l'actualité économique. Et cette question ce matin, y a-t-il un pilote dans l'avion Airbus ? Zone de turbulence pour le géant de l'aéronautique, accusé de corruption et qui devrait perdre son président, Tom Enders, mais aussi son directeur général. Bonjour Daniel Fortin. Bonjour Jean-Philippe. C'est votre journal Les Échos qui l'affirme ce matin. Oui, alors Tom Enders, le président allemand du groupe, a décidé en effet de ne pas briguer un nouveau mandat en 2019. Et selon nos informations, son directeur général, le français Fabrice Brégier, qui aurait pu lui succéder, serait également évincé. Tom Enders estimant qu'il n'a pas été suffisamment solidaire dans les preuves que traverse le groupe. Alors Airbus est soupçonné, je le rappelle, d'avoir versé des commissions occultes à des intermédiaires pour vendre des avions en Turquie, en Chine et en Autriche. Tous ces départs, Daniel, est-ce que finalement, c'est pas un aveu de culpabilité ? Alors c'est en tout cas une tentative d'amadouer les juges qui instruisent ces affaires. Il faut savoir que depuis le début, Airbus a décidé de coopérer afin d'essayer d'éviter de très lourdes condamnations au pénal. Pour autant, le groupe risque gros, dans le pire des cas, des amendes équivalent à 30% de son chiffre d'affaires, soit au bas mot 20 milliards d'euros. C'est une somme énorme qui justifie que tout soit mis en œuvre pour éviter une telle condamnation, tout y compris le départ des dirigeants. L'éclairage de Daniel Fortin pour Les Échos. À suivre la sortie du nouveau Star Wars aujourd'hui. Les jouets sont déjà dans les magasins. À tout de suite. Il est 8h10, Patrick Cohen. La suite du journal, Jean-Philippe Ballas, avec cette nouvelle tombée il y a quelques minutes. Le Britannique Froome contrôlé positif lors de la dernière Vuelta, le Tour d'Espagne. Oui, Chris Froome, le vainqueur du Tour de France. Vous avez des précisions, Jérôme Lacroix ? Oui, ce contrôle positif est intervenu le 7 septembre dernier. C'était donc pendant le Tour d'Espagne. Chris Froome, faut-il le rappeler, quadruple vainqueur du Tour. Contrôlé positif au bronchodilatateur salbutamol. Alors en langage profane, c'est le
principe actif de la ventoline, retrouvé en forte proportion dans ses urines. L'information vient d'être confirmée par la Fédération internationale. Alors dans ces cas-là, il y a toujours l'analyse de 2 échantillons, l'échantillon A, l'échantillon B, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Là, l'échantillon B confirme le résultat de l'échantillon A du coureur positif. Alors, il faut savoir que Froome n'a jamais caché qu'il était traité depuis 3 ans pour des problèmes liés à l'asthme, comme beaucoup d'autres coureurs du peloton. Alors ce n'est pas interdit, mais c'est très réglementé. Ça intervient dans le cadre de ce qu'on appelle les AUT, les autorisations à usage thérapeutique. Ces avocats, les avocats de Froome, aidés d'experts scientifiques, tentent déjà en ce moment de prouver qu'il a pris la substance dans les règles et il peut encore espérer une issue favorable à ce contrôle anormal. Chris Froome, c'est celui qui accélère quasiment sans élan lors des étapes de montagne sur le Tour de France. Pour l'instant, il n'avait jamais été contrôlé positif, même si son équipe Sky avait déjà été sous le coup d'une enquête des services antidopage britanniques. En tout cas, ce contrôle positif pourrait le priver, ça c'est clair, de sa victoire au classement final de la Vuelta et annuler ainsi le doublé Tour de France, Tour d'Espagne réalisé cet été pour la première fois depuis 1978. On en avait longuement parlé. Il pourrait aussi le priver de participation au prochain Tour d'Italie et au prochain Tour de France. Les informations de Jérôme Lacroix et donc Chris Froome contrôlé positif sur la Vuelta. Le cinéma à présent avec l'événement et le retour de la saga Star Wars. Épisode 8, rempli de Jedi, de côtés obscurs de la Force et de produits dérivés. Sachez qu'il rapporte plus à Disney que les recettes du film. Un enjeu de taille à quelques jours de Noël. Les jouets d'ailleurs sont déjà en vente. La star cette année, c'est une petite bestiole qui apparaît dans le film. Ça s'appelle un porg et ça cartonne juste à Morin. Une petite boule de poils blanches, grises et marron, 2 nageoires et 2 grands yeux noirs. Son apparition d'à peine 2 secondes dans la bande-annonce du film ont fait du porg une machine à vendre des pluches. La preuve dans ce jouet club à Paris, Valérie s'est retrouvée nez à nez avec l'animal. Il est trop mignon, mais c'est moi qui vais craquer dessus. En plus, on peut le caresser, il fait un petit bruit. Oh, c'est trop chou. Je vais le prendre en photo parce que c'est vrai qu'il est attendrissant, on a envie de l'acheter. Quant à Xavier, il est là pour sa nièce de 8 ans. Elle a demandé pour son anniversaire un porg. Je pense que c'est prévu pour faire craquer les enfants. Je pense qu'ils sont très bons en marketing. Et effectivement, la recette est bien connue. Du neuf mêlé à de l'ancien. Illustration avec le porg et les désormais célèbres sabres laser, un des jouets les plus vendus chaque année. Un calendrier maîtrisé avant la sortie du film. Les produits dérivés sont disponibles depuis 3 mois. Jusqu'à Noël, c'est une période clé. Paul Pichard du Village Jouet Club de Paris. On sait que c'est une licence qui est très forte, qui est aujourd'hui numéro 1 sur le marché en France, qui est transgénérationnelle, donc qui fait l'engouement aussi bien des parents que des enfants. Donc on attend aussi beaucoup de cette sortie de ce nouveau film sur la fin d'année. Une sortie capitale pour le magasin qui compte réaliser 20% de son chiffre d'affaires d'ici le 31 décembre. Que la force soit avec vous, c'était Justin Morin. Merci à vous, c'était le journal de Jean-Philippe Ballas. Europe 1.